nous allons reprendre cet après-midi la journée recherche de la filière maladie métabolique. Je vais présenter Céline Ben-Simon, qui est doctorante en psychologie à l'Université Paris Diderot, qui est encadrée par les professeurs François Villa et Marco Araneda, et qui va nous présenter un projet de recherche filière, projet de recherche sciences humaines et sociales, sur l'annonce diagnostique dans le cadre du dépistage néonatal. Donc, c'est un projet qui a été écrit avec un groupe de la filière, les professeurs Villa et Araneda, et qui n'a pas démarré. Et Céline va nous présenter ce qui a été préparé. Et le travail, bien sûr, se fera avec l'ensemble de la filière. Merci Céline. Merci Pascal. Donc, effectivement, je vais vous présenter… Je vais peut-être juste me présenter avant. Le projet d'étude. Je vais peut-être me présenter avant, puisque Céline va faire le gros du travail, puisque c'est elle la doctorante à la tâche. Moi, je suis François Villa, professeur de psychopathologie et co-directeur d'un institut de l'Université de Paris, la personne en médecine. Et donc, Céline m'a fait l'honneur et la confiance de me demander d'être son directeur de thèse. Et je dois dire que ce début de travail est très prometteur et que nous avons beaucoup d'investissements et d'attentes de sa part et nous essaierons de ne pas l'empêcher de faire sa thèse. Et merci infiniment pour votre aide pour la filière. Merci beaucoup François pour ces mots encourageants. Donc effectivement, moi je vais vous parler de ce projet de recherche sur l'impact de l'annonce d'une maladie héréditaire, du métabolisme, mais dans le contexte très particulier du dépistage néonatal systématique. L'annonce d'une maladie constitue toujours un choc pour les patients, mais plus encore pour tout parent. Et quand cette annonce survient dans le cadre d'un dépistage néonatal systématique, l'effroi est encore plus grand. La famille est déjà retournée à son domicile avec un enfant qui semble bien portant et elle reçoit l'appel d'un médecin lui demandant de se présenter dans son service dans les plus brefs délais. Madame Tissot, présidente de l'association contre les maladies mitochondriales, plusieurs années après cette annonce, décrit d'ailleurs la rapidité absolue de transmettre le diagnostic dans une phase qui correspond aux moments les plus heureux de la parentalité. Excusez-moi, il y a un souci. Il y a un souci parce qu'on ne voit pas les médias, Céline. Vous ne voyez pas mes diapositives? Non. Absolument pas. Bon. Alors, je reprends. Pardon. Là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Absolument. C'est mieux comme ça? L'écran, Céline. Merci beaucoup. Pardon? Merci. Donc, je reprends Madame Tissot, qui est la présidente de l'association contre les maladies mitochondriales. Plusieurs années après cette annonce, décrit comment la rapidité absolue de transmettre le diagnostic dans une phase qui correspond aux moments les plus heureux de la parentalité vient bouleverser le début de la relation parent-enfant, la confrontant à la mise en place du début d'une relation à des soins de santé. D'un autre côté, en préambule de leur article sur le consensus national sur la prise en charge des enfants dépistés avec une hyperphénylalaninémie, Véronique Dabadi et ses collaborateurs en 2005 soulignaient l'hétérogénéité des modalités de prise en charge de la phénylcétonurie. Elle notait à cela deux raisons, des questions d'ordre théorique et l'absence, je cite, de guide thérapeutique consensuel national. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit notre recherche en sciences humaines et sociales, dans l'objectif de l'harmonisation des pratiques ajustées, car nous pensons que le parcours de soins thérapeutiques commence dès l'annonce diagnostique. Alors, l'harmonisation des pratiques dans l'objectif d'informer et d'accompagner au mieux en premier lieu les parents, mais une harmonisation des pratiques ajustées, car il convient de prendre en compte la manière dont chacun peut vivre les effets de cette annonce dans son histoire et dans sa temporalité. Alors, nous insistons bien sur le terme de chacun, car si en premier lieu, il s'agira de comprendre les ressentis des parents,
L'un des objectifs très novateurs de cette étude sera également de tenir compte des ressentis de l'équipe et des médecins annonceurs, lesquels, comme le souligne Chloé Langeard dans un article sur la mucoviscidose en 2011, vont, sans même l'avoir ausculté cliniquement, faire rentrer un enfant asymptomatique dans le champ de la maladie. Donc la phénylcétonurie est une maladie héréditaire du métabolisme génétique récessive et rare qui a pour incidence 1 sur 16 000, soit environ 60 naissances en France par an. Elle est liée à un déficit de l'enzyme phénylalanine hydroxylase qui entraîne l'accumulation de phénylalanine dans le plasma et dans le cerveau. À la naissance, le nouveau-né est asymptomatique. Et en absence de diagnostic, donc en absence de traitement, on note un retard psychomoteur important. En 1970, sous l'impulsion de l'Association française pour le dépistage et la prévention du handicap de l'enfant, le diagnostic néonatal systématique pour la phénylcétonurie chez le nouveau-né devient efficient, ce qui permet de mettre en place une prise en charge précoce, avec notamment la mise en place d'un régime hypoprotidique strict. Alors, si ce régime permet une nette amélioration de l'état des patients phénylcétonuriques, le diagnostic néonatal systématique et l'annonce qui suit ce dépistage vient soulever de nombreux points de réflexion, tant du côté des patients que du côté des médecins. En effet, le temps de l'appel constitue un moment potentiellement traumatique pour les parents. En 2012, l'étude menée par le professeur Feuillet et son équipe a permis de mettre à jour la présence de sentiments d'angoisse, de tristesse, de colère, d'inquiétude et de culpabilité chez les parents pendant et après l'appel, également des troubles de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Alors, si ces sentiments ont tendance à diminuer au cours de la première consultation, on observe la reviviscence de certains mots prononcés lors de l'appel des années après chez les parents interrogés. Outre cette dimension potentiellement traumatique que nous allons prendre en compte, le temps de cet appel constitue également un moment crucial pour l'établissement de la relation de confiance qui s'établira ou non avec le médecin et avec l'équipe soignante en général, ce qui aura une incidence bien évidemment sur l'observance et sur la compliance. Le diagnostic néonatal systématique de la phénylcétonurie est donc une expérience pionnière pour d'autres maladies héréditaires du métabolisme. Le dernier plan de santé publique vise à étendre ce diagnostic à d'autres maladies. Il sera effectif pour le déficit en MCAD dès le 1er décembre 2020 et étendu à 7 autres maladies rares du métabolisme en 2021. Nos objectifs, évaluer, décrire et harmoniser et produire. Alors, dans le prolongement de l'étude menée par le professeur Feuillet et son équipe, nous allons évaluer les ressentis mis à jour par cette précédente étude, dans l'objectif de comprendre et décrire les processus psychiques déclenchés par l'annonce de la maladie à la lumière de ses spécificités, à savoir sa rareté, son hérédité, le caractère asymptomatique de l'enfant et le dépistage systématique dans sa temporalité. Nous allons essayer de comprendre et décrire les processus psychiques déclenchés par la mise en place du régime et la manière dont l'annonce de la suspicion de la maladie et sa confirmation vont interagir dans la mise en place de la relation parent-enfant et dans la mise en place de la relation parent-enfant-équipe soignante qui constituent des facteurs majeurs dans la construction de l'adhésion au parcours thérapeutique de l'enfant. Enfin, nous allons explorer et communiquer les savoirs expérientiels mis en place par les parents de patients atteints, mais aussi par les médecins et par l'équipe de professionnels qui participent à la prise en charge des patients. Cette réflexion quant au processus de l'annonce de la phénylcétonurie, à la lumière de ses spécificités et des spécificités des maladies héréditaires du métabolisme, nous permettra d'harmoniser le dispositif de l'annonce et de transférer ces résultats à d'autres maladies héréditaires du métabolisme. Pour le plan d'étude, je vais vous présenter les acteurs, donc l'équipe de recherche dont je fais partie, Marco Araneda, qui est maître de conférence à l'Université de Paris et qui est porteur du projet et co-directeur de la thèse, le professeur François Villa, que vous avez vu précédemment, qui est professeur des universités en psychopathologie à l'Université de Paris et qui est directeur de la thèse, Céline Ben-Simon, donc moi-même, psychologue clinicienne et doctorante.
Les partenaires maladies rares de la filière G2M avec l'équipe médicale, notamment Pascal Delonlé, le professeur Feillet, Jean-Baptiste Arnoux et Karine Mention. L'équipe des psychologues qui sera dirigée par Valérie Barbier, l'équipe des diététiciens qui sera dirigée par Laurent François. Enfin, les partenaires associatifs, l'association contre les maladies mitochondriales, les feux follets et vaincre les maladies lysosomales. C'est une étude qui se fera sur 3 ans donc et qui fera l'objet d'une thèse. Il y aura 3 étapes. La première étape, que je détaillerai un peu plus après, consiste à recueillir le ressenti des familles et des médecins à 24 heures, 1 mois, 3 mois et 6 mois après l'appel téléphonique d'annonce de suspicion de la maladie. La seconde étape consistera à l'analyse quantitative des questionnaires et des échelles standardisées utilisées, ainsi qu'une analyse qualitative des entretiens, notamment avec le logiciel NVivo, qui est un logiciel d'analyse de données qualitatives. La dernière étape, qui correspond à la période de rédaction de la thèse, vise à une co-construction de documents et d'outils à destination des professionnels de santé et des familles, des recommandations de bonnes pratiques, des documents de sensibilisation aux maladies héréditaires du métabolisme et une activité de formation à l'annonce et à l'accompagnement des familles à destination des médecins est également prévue. Donc voilà le déroulé de l'étude pour une famille. Donc généralement, le protocole est le suivant. Dès réception des résultats, le médecin annonceur appelle les familles pour les convoquer en urgence pour une consultation qui aboutira à une hospitalisation s'il y a une confirmation du diagnostic. C'est à ce moment, à l'issue de l'hospitalisation, que le médecin annonceur proposera aux parents de participer à l'étude et qu'il leur remettra un consentement écrit ainsi que 3 questionnaires que je détaillerai plus loin. Le questionnaire filière, l'échelle révisée d'impact d'événements et l'inventaire d'anxiété. Ces questionnaires seront à remplir à domicile 1 semaine après l'hospitalisation et je les récupérerai pour analyser les données. En parallèle, je mènerai 5 entretiens avec des professionnels chargés de la présentation et du dépistage de la phénylcétonurie afin de mettre à jour leur vécu et la manière dont ce vécu va impacter leur pratique. Je mènerai également 15 entretiens avec des médecins annonceurs sur le déroulé de l'appel afin de recueillir leurs propres ressentis et leurs impressions concernant les parents lors de la première prise de contact à l'aveugle, si j'ose dire, que constitue l'appel, et enfin lors de la consultation de confirmation. 1 mois après, je me rendrai au domicile des familles pour procéder à un entretien semi-dirigé afin de recueillir les ressentis psychologiques des parents sur la procédure de l'annonce et sur les conséquences de l'annonce et de la maladie au niveau de la relation parent-enfant. 3 mois après, lors de la consultation de suivi, nous soumettrons une nouvelle fois les enfants à l'échelle révisée d'impact d'événements afin de comparer les réponses à celles obtenues 1 semaine après l'appel. 6 mois après, enfin, je soumettrai à nouveau les parents à l'échelle révisée d'impact de l'événement, puis je me rendrai à nouveau à leur domicile pour procéder à un nouvel entretien semi-dirigé, toujours centré sur leur ressenti psychologique quant à l'annonce et à l'impact de cette annonce et de la maladie sur le lien parent-enfant et sur le lien parent-enfant-équipe soignante. Nous observons également l'évolution des choix initiaux, indicateur que nous avons nommé niveau de renoncement et qui pourra par exemple comparer les choix de garde initiaux ou la reprise d'une activité professionnelle. Enfin, nous compléterons ce travail par le recensement de divers marqueurs de compliance que nous récolterons auprès de l'équipe soignante. Méthodologie. Vous avez bien compris que nous assistons sur le caractère pluridisciplinaire pour cette étude, quelque chose qui est très demandé quand on interroge les associations de parents. C'est une recherche menée sur la France entière auprès des différents centres de référence pour les maladies héréditaires du métabolisme, prenant en charge le dépistage néonatal systématique. Pour la population, nous avons retenu 25 parents d'enfants diagnostiqués phénylcétonuriques, plus 5 faux positifs, 5 parents d'enfants diagnostiqués pour un déficit en MCAD, 5 médecins chargés du diagnostic néonatal systématique et 15 médecins annonceurs. Alors pourquoi 5 faux positifs? Eh bien c'est pour nous aider à tenir compte de leur expérience et aider à la réflexion sur la procédure d'annonce du déficit en MCAD pour lequel le dépistage mène à de nombreux faux positifs.
Nos outils. Donc, nous reprendrons le questionnaire de la filière G2M qui avait été rédigé par l'équipe du professeur Feillet en 2012, mais nous travaillons actuellement pour le réadapter aux objectifs de la recherche actuelle. Nous utiliserons l'échelle révisée d'impact de l'événement qui vise à évaluer de manière subjective le stress post-traumatique, l'échelle d'inventaire d'anxiété et d'attrait et des entretiens semi-dirigés que nous dirigerons nous-mêmes. Les résultats attendus. Nous espérons comprendre la corrélation entre l'effet de l'annonce et l'évolution clinique des patients au niveau de l'observance thérapeutique et de la compliance notamment. Comprendre la relation entre l'effet d'annonce et le diagnostic de la maladie dans l'établissement des liens parents-enfants et des liens parents-enfants-équipe soignante, dans l'objectif de constituer un socle de connaissances solides pour l'ensemble des procédures d'annonce présymptomatiques des maladies héréditaires du métabolisme, afin d'harmoniser de manière ajustée, j'insiste sur ce terme, les pratiques afin d'aider les médecins dans l'annonce du diagnostic et dans l'accompagnement des familles. Cette étude sera valorisée par des publications dans des revues médicales et psychologiques anglaises et françaises indexées et des communications dans divers congrès nationaux et internationaux. Voilà un calendrier prévisionnel. Actuellement, nous sommes en train de travailler à la révision du questionnaire filière G2M, à la rédaction des guides d'entretien et des consentements éclairés afin de les soumettre le plus rapidement possible au comité d'éthique et à la CNIL. En parallèle, nous travaillons à la constitution du comité de pilotage qui regroupera l'équipe des chercheurs, les membres de la filière G2M et de représentants des associations de familles. Ce COPIL se réunira tous les semestres et une première réunion est prévue mi-octobre. Les entretiens avec les familles devront débuter janvier 2021 et comme je suivrai les familles pour une durée de 6 mois, la phase de rencontre avec les familles et le recueil des données sur la recherche s'étalera de janvier 2021 à janvier 2022. Je souhaite remercier particulièrement la filière G2M pour la confiance qu'elle nous accorde dans ce projet, ainsi que les partenaires associatifs dont la collaboration est très précieuse pour nous. Merci infiniment Céline pour cette brillante communication. Merci infiniment et c'est important pour la filière d'entendre ce projet. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions écrites. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas connectés ce matin, que pour poser des questions, il faut aller sur la page dédiée. On ne pose des questions que par écrit. Je voudrais aussi juste en profiter avant de donner la parole au professeur François Villa, de rappeler que pour le COPIL de travail, il est encore temps de rejoindre ce groupe de travail. Au départ, les groupes de travail, le groupe de travail social et le groupe de dépistage avaient été sollicités. Donc, il y a eu plusieurs conférences téléphoniques avec vous. Et là, Céline travaille avec le professeur Villa et le professeur Araneda sur ce questionnaire qui avait été utilisé initialement avec François Feuillet, Jean-Baptiste Arnoux, avec 5 centres. Voilà. Et donc, probablement de le remontrer à ce COPIL. Et donc, le travail commence tout juste. Et ceux qui voudraient rejoindre ce groupe n'ont rien perdu pour participer, ce n'est que le début. Le professeur Villa, vous voulez rajouter quelque chose? On n'a pas grand-chose parce que je trouve, et c'était très intéressant, j'avais déjà travaillé avec Céline et j'avais vu sa présentation, mais c'est très intéressant de l'entendre. Je trouve qu'elle a fait un énorme travail. Je crois que maintenant, il faut se mettre au travail vraiment dans une dimension interdisciplinaire. Je dirais que le seul point sur lequel il faut insister, c'est que la façon dont Marco Araneda, Céline et moi-même abordons les choses, c'est bien sûr, on ne va pas donner des protocoles, des recettes, c'est d'essayer d'avoir tout un travail avec les médecins pour que les médecins comprennent, entre autres dans le travail d'annonce, que les émotions, les affects, les vécus qu'ils ont, qui peuvent les embarrasser et être gênants par moments, s'avèrent en réalité être des outils de la relation et d'établissement du lien, et que l'intérêt, c'est qu'on crée des espaces pour transformer ces expériences en savoir théorique et clinique. Et donc, c'est vraiment
une dimension importante pour nous. C'est-à-dire, on n'est pas là comme expert et spécialiste, mais on est comme co-chercheur avec les médecins et les patients pour essayer de comprendre la difficulté de l'expérience des parents avec leurs enfants. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment. C'est vrai que je suis curieux, j'espère qu'il y aura des questions. Je pense que ce qui est très important, c'est quand vous serez prêt avec ce questionnaire et le concret de tous vos outils de travail pour le premier dépistage pour lequel vous serez sollicité, il faut absolument provoquer une réunion, soit en visio, soit en présentiel. On verra les circonstances, mais avec tous les acteurs du dépistage de façon concrète, parce que ça sera très important que chacun puisse savoir comment se déroule pour pouvoir l'expliquer. C'est quand même le clinicien qui va présenter ce programme de recherche à une famille. Et voilà, tout le monde sera, évidemment, n'est pas obligé de participer. Mais donc, ça sera très important de se revoir tous avec les acteurs de la filière qui s'occupent de maladies dépistées. Mais ça, Céline a dû en plus vous dire, ça serait bien qu'on ait l'occasion déjà de se voir en petit comité assez vite pour préparer ça, parce qu'effectivement, il faut être opérationnel D'accord. Donc, Asa remettra un doodle avec le groupe de travail, avec tous ceux, même ceux qui n'avaient pas été connectés, du groupe social et du groupe dépistage. Voilà, donc on va l'organiser. Parfait. Et donc, merci, ça nous paraît important de l'annoncer aujourd'hui. Ce sur quoi je pourrais juste insister un peu, parce que souvent, je ne sais pas ce qu'il en est des participants à cet échange, mais je vois sur une autre recherche que j'ai eu l'occasion de présenter à la commission recherche de la faculté de santé de l'Université de Paris. On était surpris du peu, bon là en dehors du fait qu'il y a une population tout de même assez faible nationalement et que les gens qu'on va rencontrer, ça représente un pourcentage non négligeable. Souvent, on se dit comment, avec des populations si petites, peut-on faire des recherches valides? Je dirais que, comme Céline l'a bien montré, c'est la dimension parcours, dynamique et évolution qui est intéressante. Et ça, on peut en rendre compte qualitativement avec des recherches sur des faibles populations et il y a des moyens de rendre ça tout à fait représentatif pour la publication dans des revues indexées. Merci beaucoup. Alors, une question d'Élise Levigo. Je m'interroge au sujet de l'entretien avec les parents 24 heures après l'annonce du diagnostic. Est-ce qu'il sera fait vraiment à 24 heures ou a posteriori sur le ressenti des parents à ce moment-là? Alors, c'était une question qui, bien sûr, ils sont un peu dans le traumatisme d'une annonce. Céline, si tu veux répondre. Alors, l'entretien, moi, je ne vais pas faire un entretien avec les parents 24 heures après l'annonce. Je vais faire un entretien avec les parents un mois après l'annonce. Ce qui leur sera remis, c'est les échelles standardisées ainsi que le questionnaire filière. Mais moi, je ne vais pas les rencontrer 24 heures après l'annonce car effectivement, c'est trop tôt. Oui, ce qui est prévu... Allez-y. Oui. Non, ce qui est prévu en fait 24 heures après l'appel, c'est que la famille rencontre le médecin et c'est avec ce médecin qu'il va y avoir un entretien pour expliquer justement s'il y a une confirmation du diagnostic, ce que sera la maladie. Et moi ensuite, je vais rencontrer le médecin pour savoir comment lui a vécu cet entretien et son impression sur les familles justement que je vais rencontrer ensuite si elles acceptent de participer à l'étude. Mais moi, je ne vais rencontrer les familles qu'un mois après l'annonce, effectivement. Alors, une dernière question pour rester dans les temps d'Anaïs Brassier. Est-ce que Vas-y. Céline, la question c'était, est-ce qu'il faudrait de façon formelle que le médecin annonceur, enfin je suppose que la réponse est oui, mais en pratique c'est peut-être pas faisable, est-ce qu'il faut que le médecin annonceur au téléphone soit forcément le médecin qui, 24 heures après ou au moment de l'hospitalisation, va avoir l'entretien avec les parents et remettre les documents? Alors, je ne sais pas comment… C'est l'idéal, mais… Oui. Effectivement,
fait. C'est-à-dire que je ne sais pas pour l'instant comment chaque centre de référence travaille, mais c'est vrai que dans cet objectif d'harmonisation des pratiques, c'est quelque chose qui pourrait être proposé, en fait, que la famille ait affaire à un même interlocuteur, parce que dès le début de l'annonce, en tout cas c'est ce que nous pensons, le parcours thérapeutique va commencer. Donc c'est bien quand même d'avoir un interlocuteur fiable pour les parents, en tout cas qui puisse identifier clairement, je pense. Merci. Merci infiniment, Céline, d'avoir exposé Merci à la vous. recherche de la filière. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Thierry Levade, qui va remettre les prix des 2 meilleures communications de ces jeunes de ce matin, je voudrais remercier bien sûr l'ensemble de la filière et en particulier l'équipe filière et le board de la SFEM qui ont participé à cette journée. Et donc, je voudrais remercier en particulier Asa qui a été très active et puis tous ceux qui nous ont aidés dans la gestion de cette journée qui était une première pour nous en visio. Et malheureusement, je pense que ça va se reproduire. Merci beaucoup. Et Thierry, je te laisse la parole. Bien, rebonjour à vous tous. Il me revient de remettre les prix. Bien entendu, ce moment aurait été bien plus chaleureux s'il avait été en présentiel. Voilà comment nous avons travaillé. Ce matin, nous avons écouté avec passion et beaucoup d'intérêt 10 interventions, 10 présentations, et nous étions encore plus nombreux à vous juger. C'est-à-dire que nous étions un peu plus d'une douzaine de notateurs selon différents critères pour tenter, travail très difficile, très délicat, de nommer qui serait le lauréat de ces prix, donc dit de meilleure présentation, meilleure communication. Alors sans tarder, voilà les résultats. Il y a finalement 2 lauréats, à vrai dire un lauréat et une lauréate, qui sont Walid Awari et Patricia Dubout. Donc avant tout, je félicite ces 2 lauréats. Je dois dire que le tableau Excel qui nous a servi à recueillir toutes ces notes montre que ça a été très difficile d'interclasser toutes ces jeunes gens. Ce que montrent les résultats aussi, c'est la grande qualité des présentations. Je crois que ça a déjà été souligné ce matin. Qualité des présentations, qualité des travaux. Encore une fois, qu'ils aient été expérimentaux en laboratoire ou des travaux plus cliniques. Et je suis ravi qu'encore une fois, cette journée montre à quel point toutes ces activités sont très intriquées. Donc, merci aux notateurs, merci surtout à ceux qui ont fait les présentations, qui permettent ainsi d'animer ces journées et d'animer globalement la filière. Ce que je dois dire, c'est que ces prix sont remis grâce à la SFEM, qui est donc la société savante qui nous entoure. Encore une fois, bravo et merci à tous. Merci. Voilà, merci infiniment. Je ne sais pas si vous voulez dire une phrase chacun. Oui, moi je tiens à remercier donc cette filière G2M pour cet événement extrêmement instructif. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont fait des présentations aujourd'hui. Tous les sujets étaient très très intéressants et passionnants. Félicitations et merci à l'organisation qui a mis en place cet événement dans des conditions si particulières. Merci au jury de m'attribuer ce prix. Je suis vraiment très très honoré. Et voilà, un grand merci à vous tous. Moi, je vais pas pouvoir dire mieux. Je dis la même chose. Donc, je remercie bien sûr le comité scientifique et les notateurs. Et puis surtout, j'ai trouvé que toutes les présentations étaient vraiment très, très intéressantes, très bien faites. Et c'était une super journée. Donc, bravo à tout le monde. Merci. Merci à tous et merci à Thierry et à tout le groupe de recherche.
et à l'équipe filière encore une fois. Voilà. Donc, Thierry, tu veux conclure la dernière phrase? Oui, je te laisse le soin de conclure. Donc, merci infiniment pour cette journée recherche avec des jeunes qui représentent les labos fondamentaux affiliés à la filière et aussi aux études cliniques, aux études collaboratives de tous les centres de référence et compétences. Merci infiniment. On en profite pour annoncer une journée filière valorisation, donc de recherche, mais cette fois-ci avec des industriels qui n'étaient pas invités aujourd'hui. C'était vraiment une journée académique. En décembre, vous avez absolument toutes les dates qui vous ont été envoyées par email, qui sont sur le site internet et qui seront sur les prochaines newsletters. Voilà, donc ça sera une journée valorisation avec association, bien évidemment, les acteurs de la filière et des industriels. Ça sera une première, organisée par le groupe de recherche. Et puis, il y a d'autres journées entre-temps, d'autres thématiques que la recherche. Et tout cela est sur le lien. Merci infiniment à tous et désolé pour le déjeuner raté.